18h30, l'heure de notre débat en partenariat avec Le 1 Hebdo et on va évoquer ce soir la question des inégalités. Alors pour les mesurer, on regarde notamment le pouvoir d'achat. Les Français qui ont le sentiment ces derniers mois d'avoir souffert entre l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix à la pompe, l'augmentation également des matières premières et d'autres produits et que l'on vive à la campagne ou à la ville, eh bien on n'est pas forcément touché de la même manière. C'est ce que nous explique Nicolas Coadou. Le coût de l'énergie augmente. Mais tous les Français n'en payent pas le même prix. Essence, gaz, électricité. À Créon, commune rurale, ces dépenses pèsent particulièrement lourd sur le budget des habitants. L'électricité, le gaz, l'eau, toutes ces énergies premières dont personne ne peut se passer en fait. Tout a augmenté et tout augmente. Et ça devient, on est retraité, ça devient de plus en plus dur. Faire attention, c'est tout. Que voulez-vous? Il faut qu'on rentre dans le budget que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu moins. Selon l'INSEE, en 2 ans, la hausse de l'énergie représente 43 € supplémentaires pour les habitants des communes rurales, contre 32 € pour une grande ville. Et c'est la hausse du carburant qui coûte le plus cher, en moyenne plus 12 € par mois. Ce retraité réalise 50 km chaque semaine. Est-ce que vous avez l'impression que vous dépensez par exemple plus en essence, que vous êtes désavantagé par rapport à quelqu'un qui habiterait en ville du coup? Oui, bien sûr, oui. Et ici, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro, il n'y a rien, et les gens prennent leur voiture. Autre poste de dépense, le gaz et l'électricité. Dans des maisons rurales souvent plus grandes et moins isolées, John Richardson a vu sa facture d'électricité augmenter de 12% en 1 an. J'ai une maison construite en 1976 avec un sous-sol. Ça c'est toujours froid en bas. Et les murs ne sont pas bien isolés en cause de l'âge. En milieu rural, la hausse du gaz et du fioul représente un surcoût respectif de 10 et de 4 € chaque mois. Julien Bisson, rédacteur en chef du 1 Hebdo, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Lucie. Alors évidemment, ce qu'on vient de voir là, c'est un peu ce qui vous a poussé, Julien, à écrire le numéro de cette semaine. Comment vaincre les inégalités? C'est la question que vous posez. Et oui, tout à fait. Alors que nous sommes à moins de 3 mois désormais du premier tour de l'élection présidentielle, eh bien la question du pouvoir d'achat, qui est le sujet de préoccupation principale des Français, selon un récent sondage de l'Institut Ipsos, eh bien cette question paraît encore étrangement absente ou au second rang des débats, pas forcément totalement absente, mais elle n'est pas vraiment au cœur des annonces et des thématiques des candidats, alors que la situation pourrait faire jaser. Au cours du dernier quinquennat, les inégalités ont continué de se creuser et l'inflation actuelle, qui touche avant tout les dépenses contraintes, électricité, énergie, prix alimentaires, eh bien, cette inflation pénalise d'abord les classes populaires. Alors comment combattre ces inégalités? Quelles réformes, quelles mesures mettre en avant pour doper le pouvoir d'achat? C'est les questions qu'on évoque dans ce numéro du 1 et puis c'est les questions qu'on va poser ce soir à nos invités. Et nos invités présents sur ce plateau, Pascal Lima, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste et directeur innovation et métiers de demain chez Harwell Management et nous sommes également en direct avec Lucas Chancel. Bonsoir, vous êtes économiste, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'école d'économie de Paris et professeur affilié à Sciences Po. Ma première question est pour vous. On a vu dans le sujet qu'il y avait une fracture entre les territoires en France qui engendre des inégalités. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une continuité de la période des Gilets jaunes qui avait aussi montré une fracture des territoires? En fait, on a à peu près rien réglé suite à l'épisode des Gilets jaunes. On a vu une France fracturée entre des zones urbaines et des zones rurales qui sont des lieux où pour accéder aux services publics, pour accéder à votre emploi, eh bien, il y a souvent pas de service de transport collectif, contrairement à de nombreuses zones urbaines où ces services-là sont disponibles. Et donc, la question énergétique, la question du poids de ces dépenses énergétiques dans le budget se posait en 2018 et se pose encore aujourd'hui. Et comme le reportage le montrait, la question énergétique, c'est pas uniquement l'essence qu'on met dans sa voiture, mais c'est aussi le fioul qu'on utilise pour se chauffer, ou le gaz pour se chauffer, ou l'électricité pour se chauffer, pour s'éclairer. Et l'ensemble de ces dépenses énergétiques-là pèsent de plus en plus dans le budget des ménages français. Et il faut ajouter à ce constat-là le fait que
plus vous êtes pauvre, plus vous êtes modeste, plus vos revenus sont faibles, plus ces dépenses-là vont occuper une part importante dans votre budget. Donc il y a une inégalité très forte aussi face à la hausse de ces prix de l'énergie. Donc par rapport à la situation des Gilets jaunes, on n'a pas réglé le problème. Le problème en fait perdure et même s'amplifie. Pascal Delima, vous êtes d'accord avec ce constat? La question du pouvoir d'achat, elle se pose différemment selon les Français? Oui, bien sûr qu'elle se pose différemment selon les Français. Je suis parfaitement d'accord évidemment avec ce qui vient d'être dit. Ce sont des constats qui sont d'ailleurs statistiques. Mais il faut ajouter à cela un problème qui est une communication publique qui dépend souvent d'indicateurs macroéconomiques sur le pouvoir d'achat, qui tentent à montrer une situation plutôt favorable. Lorsque vous regardez la plupart des courbes sur le pouvoir d'achat, on voit en fait une courbe qui se tasse si vous voulez, mais qui croît quand même un petit peu à chaque fois, ce qui fait qu'on a des politiques qui nous disent que le pouvoir d'achat a augmenté depuis déjà, qui augmente toujours en fait. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron dernièrement par ailleurs. Et le problème, c'est que la réalité de tout cela, c'est que évidemment, il faut un petit peu quand même faire un peu de pédagogie. Bon, pour simplifier, disons que c'est une moyenne et qu'il y a des catégories sociales en fait où le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, et en particulier toutes les classes, une bonne partie des classes moyennes, dont un certain nombre d'ailleurs ont été licenciées par l'automatisation et la technologie, dont on parle très peu d'ailleurs. Et là, cela, par contre, le pouvoir d'achat, si vous voulez, c'est quelque chose de très concret. On voit bien qu'il a diminué. Vous pouvez avoir une tendance comme ça, qui est plutôt favorable, avec des catégories socio-professionnelles qui pâtissent beaucoup plus de la situation. Et donc, je pense notamment aux classes moyennes, pas uniquement, et aux classes plus, je dirais, moins, classe moyenne moins, ou c'est classe moyenne plus aussi, qui en pâtissent également, de par la fiscalité également qui intervient derrière. Bon, voilà un peu les catégories sociales qui sont le plus frappées. Maintenant, on peut avoir une tendance globale qui est basiquement favorable si vous avez des super riches, etc. Mais ça peut être trompeur. Bien sûr. Et la tendance globale, même si elle est bonne, vous l'avez dit, il y a des différences après dans les sous-couches de la population. Ça, les personnalités politiques en ont conscience, le gouvernement aussi. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les inégalités sont aussi une des préoccupations des politiques, et pas que le pouvoir d'achat, les inégalités dans leur globalité? Non, pas du tout. Je suis assez surpris par l'absence d'un vrai débat sur les inégalités. Un débat frontal, réel. Moi, je ne serais pas choqué de voir un politique dire clairement qu'il y a des inégalités, qu'elles sont multidimensionnelles. Il y a des inégalités de pouvoir d'achat, mais il y a aussi des inégalités entre les PME, entre les multinationales face à l'accès à certains marchés. Il y a les inégalités à l'intérieur même des entreprises, entre certains salariés. Et donc, quid du fait de caper les plus hauts salaires et les plus bas salaires à l'intérieur même des entreprises. Enfin voilà, il y a toute une panoplie d'inégalités multidimensionnelles. Alors attention, parce que là, on ne va pas me comprendre. Les inégalités, ça existe dans la nature humaine, dans la biodiversité, entre les hommes, avec un grand H, évidemment. Et c'est pas quelque chose c'est pas ça dont je parle. Mais je parle, c'est des trajectoires. Et que ces trajectoires, aujourd'hui, ne convergent pas. C'est-à-dire qu'il y a des trajectoires qui font que ces inégalités s'auto-alimentent et que la politique publique ne parvient pas à rendre compatibles ces inégalités. On peut cumuler les difficultés, en clair. Il y a un cumul de difficultés à la base, sur le plan des catégories socio-professionnelles. Il y a une famille monoparentale qui tue des problèmes face aux banquiers, face au crédit, face à l'accès, avec l'énergie maintenant, le prix de l'énergie, les dépenses structurelles qui sont importantes dans la part du revenu. Tout cela est cumulatif. Et c'est pareil pour les riches, si vous voulez. C'est aussi cumulatif, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est bon. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut, à mon avis, revoir. Lucas Chancel, justement, est-ce que cette question des inégalités, elle vous semble cruciale dans cette campagne qui commence? Est-ce que vous avez l'impression que les responsables politiques et les candidats à la présidentielle en ont suffisamment pris conscience? La réponse est non. Je pense qu'elle est cruciale pour les Français. La question des inégalités, des fractures sociales, la question de la fragmentation de notre société, et cette fragmentation étant largement liée à une fragmentation économique, est présente, mais elle n'est pas encore assez présente dans le débat politique et dans le débat de cette campagne présidentielle. Et peut-être que ce décalage entre les attentes des Français en termes de débat public et les propositions et les débats qui sont faits par les responsables politiques peut expliquer ce décalage, peut expliquer en partie le désamour des Français pour les élections et pour la classe politique. Il y a de plus en plus de personnes qui se disent désabusées vis-à-vis de ces propositions politiques qui sont faites. Et je pense qu'une partie de cette déconnexion peut être liée à la question des inégalités. Ces inégalités
peut-être pour revenir un petit peu sur l'état des lieux, elles ont augmenté en France depuis 5 ans, sous le quinquennat en cours, mais cela s'inscrit dans une tendance de plus long terme. C'est depuis le milieu des années 80 qu'on observe, dans divers pays du monde, dont la France, une remontée historique des inégalités. En termes d'inégalité de patrimoine, la France a observé une hausse assez marquée, assez significative, et cette hausse c'est notamment, a été exacerbée au cours des quelques dernières années, notamment sous l'effet de politiques fiscales comme la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ces inégalités, elles ne viennent pas de nulle part, elles sont en fait la conséquence de choix ou de non-choix politiques. Ce n'est pas la main invisible du marché qui crée les inégalités, c'est vraiment le fait de prendre des décisions politiques qui vont les accentuer ou les résorber. Et c'est pour ça, je pense, qu'il est urgent d'en parler, d'avoir ces débats dans le cadre de la campagne présidentielle, et que ces débats peuvent contribuer à ramener des Français vers le vote, vers le débat politique, vers plus de confiance dans leurs dirigeants, puisque aujourd'hui, il y a ce décalage évident entre les propositions, les débats et la situation sociale. J'aimerais qu'on regarde un chiffre, Pascal de Lima, avant de vous faire réagir. Un dessin du 1 Hebdo. En 2019, 14,6% des Français vivaient sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 102 € par mois. C'est ce que nous dit ce dessin-là. Ça représentait 9,2 millions de Français. C'est donc beaucoup. À l'instant, Lucas Chancel nous disait en clair, travailler à réduire les inégalités, c'est un choix politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que vous avez la sensation que sur ces 30 dernières années, des choix politiques ont été faits dans ce sens, sans forcément y arriver, puisqu'apparemment les inégalités ont augmenté? Et c'est-à-dire qu'il y a des choix politiques qui sont faits au bénéfice du profit, de la rentabilité, et je veux dire un autre chiffre, 10 milliards pour les start-up françaises. 10 milliards pour les 15 licornes françaises. Alors j'adore les licornes, et je vis dans un monde technologique. Et à côté de ça, 10 millions de pauvres. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut... Les choix politiques, ça a été clairement de tout miser effectivement sur une espèce de French Tech Nation, avec les technologies, avec l'intelligence artificielle, les robots, l'automatisation, tout ça, c'est un choix de société qui est clairement assumé par les politiques. Et puis en face, on a une augmentation de la pauvreté. Donc le projet n'est pas du tout un projet politique et social, c'est un projet qui est un projet exclusivement d'une politique d'offre pro-entreprise. Et là encore, j'ai fait 20 ans que je suis en entreprise, donc je le vois concrètement. Il ne s'agit pas de critiquer les entreprises, mais ces entreprises-là, ces fintech, ces projets pour les technologies de demain doivent être compatibles aussi avec une amélioration du sort de tous, finalement. Et que ce n'est pas possible d'avoir 10 milliards d'un côté pour les startups et 10 millions de pauvres d'un côté au niveau France. C'est quelque chose qui n'est pas un projet social viable, ni socialement d'ailleurs, parce que de toute façon, il y a la crise des Gilets jaunes, à mon avis, ça va revenir bientôt, ni politiquement, parce que je veux dire, il y a un moment donné, les Français savent très bien ce qui se passe. Et concrètement, justement, Lucas Chancel, mais pour lutter contre la pauvreté, pour doper le pouvoir d'achat, notamment des catégories populaires, l'un des leviers, c'est évidemment les revenus, les salaires. Alors, du côté des candidats à la présidentielle, on voit plusieurs propositions qui sont faites, notamment pour augmenter le SMIC, 10%, 15%, 20%. Est-ce que c'est possible ? Et est-ce que ça peut résoudre les problèmes de pouvoir d'achat, notamment des catégories populaires ? Réponse en 2 points. Peut-être le premier point pour appuyer ce qui vient d'être dit sur le fait que des sociétés extrêmement inégalitaires ne sont pas des sociétés qui sont viables d'un point de vue de la cohésion sociale, mais aussi d'un point de vue démocratique. En fait, les sociétés inégalitaires sont des sociétés dysfonctionnelles. Et si on en veut un bon exemple, eh bien, regardons ce qu'il se passe aujourd'hui aux États-Unis avec un système politique qui est au bord de l'implosion. Et cette situation n'est pas complètement déconnectée de la hausse extrême des inégalités aux États-Unis, alors que c'est un pays riche, c'est un pays où la croissance moyenne est très forte, mais très mal répartie. Donc voilà le risque. En France, on n'en est pas encore là, mais on a quand même des signaux qu'il faut prendre en compte.
un des signaux, c'est évidemment la crise des gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur les revenus? Qu'est-ce qu'on peut faire sur les patrimoines? Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête ces deux dimensions de l'inégalité économique. Les revenus d'un côté, ce que vous gagnez, soit par votre travail, soit par les placements que vous pouvez faire, mais aussi ce que vous possédez, le stock de patrimoine. C'est deux choses différentes et il faut traiter ces deux piliers-là de l'inégalité. Alors, sur la question des revenus, oui, la hausse des minima sociaux, la hausse du SMIC sont des dimensions importantes des solutions à apporter, et notamment le fait que le revenu minimum dans un pays comme la France a continué d'augmenter historiquement depuis 40 ans, contribue à expliquer le fait que les inégalités de revenus en France ont moins augmenté que dans un pays comme les États-Unis, où vous n'avez pas eu cette hausse du salaire, du revenu minimum aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est important en France à la fois de regarder nos acquis, de regarder ce qui fait la force du modèle français, notamment les services publics, notamment le fait qu'on a ce revenu minimum, mais il faut l'adapter à cette nouvelle situation qui est plus inégalitaire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une décennie ou 2 décennies en France. Sur les revenus, c'est important, il faut aussi travailler sur réduire les dépenses contraintes des ménages, et donc ça, c'est vraiment l'accès aussi aux services publics, aux services de santé, aux services d'éducation, aux services de transport, qui vont permettre de dégager plus de reste à vivre pour les Français, notamment les classes moyennes et aussi les classes populaires. Mais le deuxième point, vraiment qui est tout aussi important, c'est le patrimoine. Et aujourd'hui, en France, là, on est vraiment dans une situation qui est très inégalitaire. C'est-à-dire que la moitié de la population, la moitié des Français, possèdent moins de 5% du patrimoine total. La moitié des Français possèdent très peu de patrimoine. Ce patrimoine est très concentré au sein des 10% les plus riches qui vont, eux, avoir à peu près la moitié du patrimoine. Donc on a vraiment cet écart entre la moitié la plus pauvre qui possède presque rien et les 10% du haut qui possèdent la moitié du total. Donc là, il y a vraiment des questionnements à avoir, et on aimerait avoir plus de débats dans cette campagne électorale sur qu'est-ce qu'on fait face à ça. Comment est-ce qu'on repense la fiscalité de l'héritage, notamment? Comment est-ce qu'on repense la fiscalité sur les très hauts patrimoines, sur les très grandes fortunes? C'est lié avec ces débats sur l'ISF. Est-ce qu'on remet en place un ISF, et si oui, comment? Et voilà les sujets qu'il faudrait, dont on aimerait avoir plus de discussions, plus de débats à une centaine de jours de l'élection présidentielle. Et vous m'avez fait une transition parfaite, Lucas Chancel, parce que j'allais parler d'héritage et de patrimoine, et je voudrais qu'on regarde une autre donnée en plus de celle que vous venez d'évoquer. 1/3 des ménages français qui ne recevra ni héritage ni dotation tout au long de sa vie. Là encore, vous voyez un dessin du 1 hebdo, aucune donation ni aucun héritage. Pascal Delima, ça, on n'en parle pas beaucoup. Le patrimoine, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête forcément spontanément quand on parle des inégalités. On n'en parle pas beaucoup, et les politiques n'en parlent pas beaucoup non plus. Lucas Chancel le disait. Est-ce qu'on manque de fiscalité à cet égard, ou est-ce que la fiscalité est pro les plus riches? Bon, il y a eu des progrès quand même qui ont été faits avec les droits de succession pour lisser un tout petit peu les inégalités. Ça, c'est évident. Il y a eu quand même un effort de ce côté-là. Bon. Et en même temps, on supprime l'ISF. Et en même temps, on supprime. Ouais, exactement. Donc là, c'est un équilibre quand même qu'il faut revoir. Moi, je crois que ces inégalités de patrimoine sont un problème, surtout au départ de la vie. C'est-à-dire que finalement, pour ça que certains économistes proposent qu'au départ de la vie, on puisse avoir une subvention publique, enfin quelque chose qui permette justement, lorsqu'on a un patrimoine beaucoup plus faible dans une autre catégorie socio-professionnelle, qu'on puisse avoir une certaine meilleure égalité des chances dans la vie après, parce que vous partez d'un peu plus haut. Donc, juste de façon globale, c'est de dire le patrimoine, c'est pas uniquement l'héritage, mais c'est aussi le point de départ dans la vie. Si vous voulez. De quoi on a peur? De quoi les politiques ont peur quand on parle de patrimoine et d'héritage? Pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas plus? Pourquoi est-ce qu'on décide d'enlever l'ISF? On a peur que tous ces fonds partent ailleurs? Qu'est-ce qui se passe en fait? On a du mal à appréhender cette question en fait. Non, mais il y a 3 raisons. D'abord, c'est pas très électoraliste. Les impôts, ça sonne pas très bien. Ensuite, mais il n'y a pas que les plus riches qui votent. Il y a pas que les plus riches aussi, mais il y a des lobbies. Vous savez très bien que
que voilà, je ne dis pas les plus riches, mais bon, que certaines catégories de la population peuvent plus facilement se mettre en mouvement et d'influer les décisions. En particulier sur l'héritage. L'héritage, c'est un point de crispation sur les politiques toute la population de façon générale, donc forcément sur la fiscalité aussi. Donc je pense qu'il y a des forces économiques qui peuvent mieux s'organiser. Je doute que ce soit malheureusement malheureusement les plus pauvres, si vous voulez. Bon, voilà, c'est une réalité du monde démocratique, quoi, voilà. Donc des gens qui puissent porter la parole mieux et défendre leurs propres intérêts appartiennent à des catégories qui sont plus intégré économiquement, on va dire. Cette question de l'héritage et de la taxation de l'héritage ou du patrimoine, Lucas Chancel, et le fait que les politiques soient peut-être un peu frileux sur cette question, est-ce que ça concerne que le quinquennat d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'en fait ça fait des décennies que c'est comme ça ? Sur la fiscalité de l'héritage et de la transmission du patrimoine d'une génération à l'autre, je pense qu'il y a un grand malentendu entre les quelques propositions politiques qui peuvent être faites et leur perception au sein de la population. Pourquoi ? Parce que, à raison, un grand nombre de Français travaillent et ont envie d'épargner pour transmettre à la génération qui suit. Et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui existera encore pendant longtemps. Et qui est tout à fait noble, cette transmission d'une génération à l'autre. Mais l'enjeu ici, c'est de se rendre compte que certaines transmissions, et en réalité un petit nombre de ces transmissions, sont des ultra-transmissions, sont des méga-transmissions qui vont contribuer à complètement fausser le jeu et qui contribuent également à expliquer le fait que ce qu'on voit sur votre graphique, c'est-à-dire que 30% des ménages ne reçoivent rien du tout. Et si vous regardez les 1% les plus riches, eux vont recevoir plusieurs millions d'euros, notamment pour les 0,1% du haut, qui vont vraiment recevoir plusieurs dizaines de millions. Et donc, si vous commencez votre vie avec rien, par rapport à quelqu'un qui commence sa vie avec plusieurs millions, sans avoir davantage mérité, juste parce que cette personne est née dans la bonne famille, là on est dans une rupture totale de la promesse de méritocratie, de la promesse républicaine, et on est en rupture totale avec les idéaux de ceux qui ont fait la Révolution française, qui était de dire justement ces inégalités de naissance ne sont pas justifiables. Donc il ne s'agit pas de dire que l'héritage devrait disparaître, mais il s'agit de dire qu'il doit être mieux encadré. Et il s'agit aussi de révéler aux Français que les quelques propositions, notamment il y a une note du Conseil d'analyse économique récemment sur ce sujet, montrent que 99% des Français pourraient s'en sortir mieux dans une réforme sur l'héritage, et ce serait seulement les 1% du haut qui verraient les transmissions réduites. Les enfants continueraient à recevoir beaucoup, mais ils recevraient juste un petit peu moins qu'avant. Et cela permettrait de rebattre un petit peu les cartes de cette transmission inégalitaire aujourd'hui, et surtout cela permettrait de générer un patrimoine qui pourrait être transféré à ceux qui ne reçoivent rien aujourd'hui. Encore une fois, avec cette idée d'éviter ce jeu complètement pipé dès la naissance et qui contribue à alimenter cet effet boule de neige de l'accumulation du capital d'une génération à l'autre, qui ne correspond pas aux idéaux de la République française. Alors Lucas Chancel, je pense que Pascal Delima voulait réagir à ce que vous disiez. Oui, alors peut-être juste un mot optimiste, positif, parce que c'est vrai, le constat est tout à fait exact, il est partagé, statistiquement observé bien évidemment, et là-dessus j'ai pas de leçon. Mais pour rester quand même optimiste, je crois qu'il faut voir le monde de demain aussi et la transformation économique et numérique. Et lorsqu'on regarde le top 500 Forbes, par exemple, vous allez voir qu'au fil des années, le taux de rotation du top 500 Forbes est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire qu'en gros, les très très riches le sont de moins en moins longtemps, et qu'il y a un phénomène quand même d'ascenseur social qui est plus facile aujourd'hui qu'il y a 40-50 ans. Oui, plus facile, mais ça ne touche pas forcément tout le monde. Si Alors, on veut, justement, sur les principes de méritocratie, par exemple, il faudrait que ça concerne beaucoup plus de gens. C'est ce que je dis dans un livre récent, Capitalisme et technologie, ça c'est un point important. Il y a plus d'ascenseur social. Et donc, par la qualification, par la formation, et là j'y crois beaucoup,
c'est vraiment un point très positif, c'est de se dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a ça, mais on peut y arriver. Le dynamisme personnel, les formations, les qualifications et la transformation économique et numérique. Parce qu'on peut très bien bénéficier de ce mouvement. Il y a juste un petit effort à faire. Mais avant, il était beaucoup plus grand. C'est un avis. Alors, Lucas Chancel, je sais que vous voulez parler en 30 secondes si c'est possible, parce qu'il nous reste peu de temps. Et il faut qu'on écoute aussi Julien Bisson avant la fin. Oui, pardon, je vous ai interrompu, je crois. Allez-y, Lucas. Le premier, c'est oui, on peut être optimiste. C'est-à-dire que ces évolutions, elles sont liées encore une fois à des choix politiques. Donc on peut faire des choix politiques qui peuvent améliorer la situation. Maintenant, sur le constat, je suis un petit peu en désaccord. En tout cas, j'apporte une nuance à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que la situation actuelle en France aujourd'hui est très différente de celle d'il y a 40 ans ou 50 ans. C'est-à-dire que pour faire partie des 1% du haut de la pyramide des patrimoines, aujourd'hui, il faut hériter. Et le mérite, votre travail ne suffira pas pour faire partie des groupes des plus riches, des 0,1% ou 1% du haut. Merci beaucoup, Lucas Chancel. On a bien compris cette idée. On a compris que ça contrevenait à l'idée de la méritocratie. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Le mot de la fin, Julien Bisson, pour terminer. Oui, un mot de la fin qui veut aussi regarder vers l'avenir. Le mot de la fin, ou plutôt l'expression de la semaine, c'est l'ISF climatique. C'est un concept mis en avant par l'ONG Greenpeace et repris notamment par Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Le principe de cet ISF climatique, alors que la transition écologique, on le sait, va coûter cher, très cher, eh bien, il faut mettre à contribution ceux qui polluent le plus, en l'occurrence les 10% de contribuables les plus aisés qui émettent à eux seuls 5 fois plus de CO2 que les 50% les plus modestes. L'objectif est alors très simple, aider justement les ménages les plus modestes à faire face aux dépenses nécessaires à la transition, dépenses qui sont la rénovation thermique ou le renouvellement du parc automobile notamment. Est-ce que ce sera suffisant pour résorber les inégalités? Sans doute pas, mais cela peut être une alternative au principe de taxe carbone dont on se souvient, l'injustice avait été relevée par les Gilets jaunes. On y revient. Merci beaucoup, Julien Bisson. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouveau numéro du 1 Hebdo. Merci infiniment à Pascal Delima et à Lucas Chancel d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.